Alors, bienvenue dans l'atelier. Produire et consommer autrement. On s'excuse pour le retard avec Thibaut donc, de GEM et de la chaire des villes en transition. Nous allons animer cette table ronde. On va essayer de tenir un petit peu plus le temps parce que sinon on n'aura pas la possibilité de faire le temps de réseautage autour On va même rattraper le temps. Voilà, on est ambitieux. Donc, je vais donner la parole à Rémi Peterman qui va nous expliquer les différents défis qui sont liés à cet atelier, puisque comme vous le savez, on a une liste de 54 défis qui sont liés à nos 12 thèmes. Donc vous en avez derrière moi, le climat, l'énergie, la mobilité, les déchets. Et là, on va vraiment se focaliser sur le thème du mois, donc qui a commencé il y a 2 jours, le thème produire et consommer autrement. Donc Rémi, est-ce que tu peux nous dire... je vais te donner le micro. Juste pour vous dire aussi comment ça va se passer pendant cette grosse heure. L'idée, c'est qu'on a divisé en 3 grands thèmes et qu'on va avoir des intervenants qui vont à la fois partager leurs actions, ce qu'ils font d'exemplaires, mais aussi parfois vous donner des idées de ressources qui existent sur le territoire pour vous faire des actions exemplaires dans ces défis. Et à chaque fois, à la fin de chacun des grands thèmes, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Donc on va essayer d'être le plus dynamique possible pour essayer d'être concentré sur les interventions et vous laisser poser des questions. Oui, Rémi Peterman, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, Rémi Peterman, du coup, développeur économique à la métropole. Oui, il y a 7 défis. Alors on aura effectivement des témoins des ressources sur certains de ces défis. Alors on n'aura pas des témoins sur tous ces défis-là. Le premier défi, c'est je suis consommateur et c'est du coup comment je me questionne sur mes achats, sur mon épargne, sur comment j'achète autrement, tant en tant que citoyen qu'en tant qu'entreprise. Le deuxième, c'est l'économie circulaire. Et c'est vraiment, ici sur l'économie circulaire, c'est vraiment la question de comment je me pose la question sur la matière que j'utilise, comment je réduis ma consommation de matière, comment je l'utilise autrement. La sobriété numérique, c'est vraiment quel est mon impact numérique et comment je réduis mon impact numérique. L'exemple que je peux donner, c'est nous, au bureau, typiquement, on s'est engagé collectivement à faire 0 pièce jointe dans nos mails. Donc c'est un exemple et c'est vraiment l'objectif, c'est se donner des objectifs de réduction de notre impact numérique. Le quatrième, c'est l'innovation écologique, qui est vraiment axée cette fois-ci sur les entreprises. Et c'est comment, dans mon innovation, je prends en compte l'impact écologique. Le meilleur moyen, c'est peut-être de commencer par un bilan carbone pour vraiment identifier son impact et voir quelles sont mes capacités d'innovation et du coup, peut-être de travailler sur l'éco-conception de mon action pour aller plus loin dans la transition. Le 5e défi, c'est commerce et restaurant vert. J'irai pas plus loin parce qu'on va le développer après. De la même manière que pour tourisme durable, Axel Violo va en parler. Le dernier, c'est Green Processus, qui rejoint un petit peu l'innovation écologique et qui est vraiment orienté vers les entreprises sur produire autrement. Là, on aura, je vais le détailler juste un tout petit peu parce qu'on n'aura pas d'intervenants qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Mais on a vraiment un travail sur le questionnement de nos produits. Je parlais du bilan carbone juste avant. On peut aussi travailler sur l'impact des produits que l'entreprise produit, du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment, il y a des actions d'analyse du cycle de vie d'un produit pour vraiment regarder l'impact qu'il peut avoir. Il y a des pôles de compétitivité qui sont présents sur la métropole qui accompagnent sur ces sujets-là. Je peux citer le pôle de compétitivité avec Accélera, en lien avec le pôle éco-conception qui peut vraiment accompagner les entreprises sur ces sujets-là, qui malheureusement n'ont pas pu être là ce soir, mais qui sont des vraies ressources. Voilà rapidement sur les défis.
L'objectif maintenant, c'est de savoir qui peut nous aider à les mettre en place. Merci Rémi. Et donc, on voit qu'il y a des défis qui s'adressent à nous en tant qu'individus et puis plus des défis pour les organisations ou les entreprises. Donc maintenant, on va ouvrir donc, le premier volet qui est vraiment centré sur la consommation. On va vous exposer des leviers concrets pour changer nos habitudes de consommation. Et on va d'abord donner la parole à Lucie Vatrinet du collectif de la finance solidaire. Donc, elle va nous parler finance, épargne. Et puis ensuite, on aura un témoignage plus sur nos habitudes de mobilité avec la voiture partagée. Lucie. Oui, bonjour à tous et à toutes. Du coup, je m'appelle Lucie Vatrinet, je suis effectivement la coordinatrice du réseau local de finances solidaires, mais je suis aussi la coordinatrice régionale des cigales Auvergne-Rhône-Alpes, cigales dont je vous parlerai un tout petit peu en suivant. Pour commencer, je voulais vous dire que je suis vraiment très contente de commencer cet atelier produire et consommer autrement par la question de la finance solidaire. Parce qu'en fait, quand on pense transition écologique et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour aligner nos actions sur certaines valeurs, on pense souvent énergie, on pense alimentation, on pense transport. Et en fait, on pense rarement à son épargne. Et pourtant, l'épargne, c'est vraiment un moyen d'action qui est extrêmement puissant. Là, aujourd'hui, si vous avez un livret, comme on en a presque tous un, j'imagine, dans cette salle, un livret sur un compte bancaire X ou Y, on se pose rarement la question de à quoi sert cet argent, en fait. Et même si vous posez la question à votre banquier, il ne va pas forcément pouvoir vous répondre. Ça va être noyé dans une masse financière extrêmement gigantesque et qui sert à financer des projets ou des actions que vous n'auriez pas forcément choisies. Je pense par exemple aux énergies fossiles. Et du coup, avec le collectif Finance Solidaire, nous, notre objectif, c'est vraiment de montrer qu'on peut reprendre la main sur son épargne, lui donner du sens. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Moi, j'ai 5 minutes, donc je ne vais pas pouvoir développer trop longtemps. Mais en fait, au sein du collectif, on propose plusieurs manières de redonner du sens à son épargne. Par exemple, en investissant dans les énergies renouvelables avec Énergie Citoyenne, en investissant dans les terres agricoles avec Terres de Liens, en utilisant son épargne pour acheter des locaux vides dans des villages pour permettre de réinstaller des commerces avec Villages Vivants, en investissant dans des produits de solidarité internationale avec Oiko Crédit. Dans notre collectif, on a aussi la NEF, qui est une banque éthique que vous connaissez sans doute, et également la monnaie locale, où là on est sur le Cairn, où on est sur un moyen d'utiliser son argent à des fins écologiques, sociales et culturelles sur son territoire. Donc là, c'est un portrait rapide du collectif, mais dont l'objectif vraiment est de se dire il y a plein de moyens de donner du sens à son épargne. Et là où je vais m'attarder un petit peu plus, parce que c'est la structure que je représente, les cigales, j'imagine que peu de personnes connaissent autour de cette table. En fait, cigales, c'est un joli acronyme qui signifie Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est des groupes de personnes comme vous et moi qui se regroupent à l'échelle locale, qui mettent un peu de leur argent en commun tous les mois et qui décident d'investir dans des projets à plus-value écologique, sociale ou culturelle sur leur territoire. C'est accessible à tout le monde à partir de 7,5 € par mois. Donc en fait, on peut devenir investisseur avec ce niveau-là d'épargne par mois. Enfin, souvent, on pense business angels ou des sommes énormes, mais la moyenne dans un club Cigale, c'est 25 € par personne et c'est accessible à partir de 7,5 €. Et sur le territoire un peu large de Grenoblois, parce que je n'ai pas révisé le territoire de Capitale Verte, mais il me semble qu'on est sur un territoire très large, on a 7 clubs cigales, 4 sur la métropole de Grenoble, un en Chartreuse du côté de Saint-Laurent-du-Pont, un autre sur le plateau des Petites Roches et un qui vient de naître sur les balcons de Beldon. Et ces 7 clubs, ils ont investi l'année dernière, pour vous donner un peu de concret, ils ont investi 30 000 € dans des projets sur le territoire. Je ne vais pas tous vous les citer, j'en ai choisi 3 pour vous donner une petite idée. Il y a Alpes Consigne, qui est une coopérative qui fait dans le réemploi de bouteilles en verre. Il y a une autre coopérative qui s'appelle Au Local, qui est basée dans le quartier Tesser-Malherbe, dans le sud grenoblois. Et c'est un groupement d'achat dont l'objectif est de permettre à des personnes qui ont peu de moyens de se nourrir de manière correcte, locale et sous la forme d'un groupement d'achat. Et un autre exemple, c'est l'épice éthique ou épique éthique, je ne sais jamais comment on prononce exactement, qui est une épicerie locale
une épicerie qui propose du bio, du vrac et du local à Vif, dans le sud de l'agglomération grenobloise. Voilà pour vous donner un petit peu de concret sur quel type de projets sont financés par ces clubs. Je finirai en disant que ce n'est pas juste une histoire de financement, les clubs Cigale, c'est aussi une dimension d'accompagnement des porteurs de projets, de l'accompagnement qui passe par le réseau, la prise de recul, un apport de compétences. Et qu'au final, en fait, c'est une aventure humaine, un club de personnes qui se connaissent rarement et qui se mettent tous ensemble pour essayer de redonner du sens à leur épargne, faire du lien avec les porteurs de projets, les aider dans leur aventure. Et vous n'êtes pas sans savoir que se lancer dans une entreprise, c'est pas toujours évident. Donc avoir des gens derrière soi, c'est chouette. Et aussi une dimension d'éducation populaire, de se dire que c'est possible pour chaque citoyen d'aider des porteurs de projets à se lancer. Je vais malheureusement pas pouvoir rester pour les échanges, mais si ça vous a donné envie d'en savoir plus, soit sur les structures du collectif, soit sur les clubs Cigale, sachez que je vais laisser des petits flyers, je vais les laisser, je sais pas, ici, vous pourrez les prendre après, il y a mon numéro de téléphone, mon mail. Et si le club Cigale, ça vous intéresse, il y en a un qui est en train de se monter à Grenoble. Et leur prochaine réunion, c'est le 24 mai. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci Lucie. Est-ce que vous avez le temps de prendre quand même une question dans la salle avant de partir ou pas? Donc si jamais il y avait une question, alors c'est peut-être un peu délicat là comme ça tout de suite, mais sur les clubs Cigale ou le collectif de la finance solidaire plus largement, c'était assez clair ce qui a été présenté. Mais est-ce qu'il y a une question dans la salle? J'ai la lumière qui m'éblouit, mais n'hésitez pas. Je ne sais pas si... Un peu au dépourvu, désolé, mais j'ai une petite contrainte. Ah voilà, merci pour la lumière. Oui, il y a une question devant, non? C'est ça? Oui, allez-y. Dans le collectif, en fait, il y a les notions de risque, elle est très variable en fonction des structures du collectif. Mais il y en a, c'est-à-dire que la structure où on prend le plus de risques entre guillemets, c'est clairement les clubs Cigale, mais c'est aussi les choix des personnes. C'est les personnes qui vont rencontrer les projets et le club qui décide en conscience. Et là, c'est vraiment le gradient qui doit être mis entre l'envie de soutenir tel projet et le risque qu'ils sont prêts à prendre ou pas. Et il y a parfois des clubs qui aident les projets à mûrir, qui disent là votre projet il n'est pas assez mûr, on n'a pas envie de prendre le risque, on va continuer à le maturer ensemble et on investira plus tard. Sur les chiffres des retours sur investissement, on les a pas au niveau global, mais entre parce que j'ai été très brève, mais il y a des possibilités j'ai un trou sur les impôts, de déduction d'impôts, et les entreprises qui, oui, parfois capotent, et du coup, il y a une perte sur les montants qui ont été investis. Sur 40 ans, on en a un qui est cigalier depuis 40 ans, il dit qu'il est à l'équilibre. Il a gagné de l'argent, et puis il en a perdu, mais lui, il retrouve ses petits sur 40 ans. C'est mon échelon quand je réponds à cette question. Merci Lucie. Donc ça, c'était sur les Cigales qui sont des clubs d'investisseurs. Et après, ce que vous disiez, dans le collectif, il y a aussi d'autres initiatives qui là sont plutôt des produits d'épargne, oui, avec cette fois un rendement garanti. C'est ça, un rendement, en tout cas. Je mesure pas. Je pense pas que je puisse m'engager à la place des structures sur est-ce que c'est garanti, mais le niveau de risque est nettement moins important. Oui. Donc, capital garanti plutôt. Ok. Merci beaucoup. Merci. Du coup, je prendrai qu'une question pour libérer Lucie. Et on va du coup basculer vers Martin Lesage, qui va nous parler d'autopartage, changer nos habitudes, cette fois de mobilité. Martin. Oui, alors je vais commencer par dire que c'est une bonne transition après Lucie, parce que Cities, que je représente, en fait, a démarré grâce à deux Cigales qui, en 2010, ont mis 11 000 € dans le capital qui représentait à cette époque 60 000 € le capital de départ de la coopérative en 2010. Aujourd'hui, on a un capital de 800 000 €, on est 400 coopérateurs dans lequel il y a 40 collectivités et on a maintenant bientôt 400 voitures sur Grenoble, et du moins 200 voitures sur Grenoble, et il y a 800 cities dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc c'est de l'argent qui a porté du fruit. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que chez Cities on est plusieurs à être dans des clubs Cigales, parce qu'on considère que ça nous a aidé à démarrer, et maintenant on aide à démarrer d'autres Cigales comme Alpes-Ponsigne ou d'autres. On est dans plusieurs clubs. Alors pour parler de Cities, je vous ai donné des chiffres. Nous avons des solutions pour vous permettre
Bon, d'une part d'épargner, parce qu'effectivement, vous pouvez prendre des parts d'une coopérative d'intérêt collectif comme Cities, mais comme il y en a d'autres, on a parlé d'Alpconsigne, de Holocal, de Skitech, il y a pas mal de coopératives d'intérêt collectif dans lesquelles on peut placer de l'argent qui ne rapportera pas grand-chose, mais qui apportera un service que vous pourrez utiliser aussi. Alors, nous, ça nous permet de donner des crédits de consommation aux gens qui utilisent les Cities, mais vous pouvez aussi... Et c'est là que c'est chacun d'entre vous, même s'il n'a pas d'argent, et qu'il a une voiture dans son entreprise ou à soi, il peut aussi partager sa voiture. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer. Parce que votre voiture, au lieu qu'elle ne serve qu'à vous, elle va servir à une vingtaine, entre 20 et 40 personnes, selon le modèle que c'est. Elle va économiser 10 tonnes de CO2 par an. Alors, c'est pas très parlant, mais c'est beaucoup quand même. Elle va rouler 5 fois plus. Et en plus, elle va plus vous poser de problème puisque Cities va s'occuper d'elle et va la faire durer plus longtemps que si c'était vous qui la gardiez. Donc, c'est valable pour des entreprises, c'est valable pour des particuliers. Si vous regardez les voitures dans Grenoble et dans la région, eh ben, sachez qu'1 sur 3 des Cities est une Cities qui appartient à une entreprise, une association, une collectivité ou un particulier. Et ça prouve que ça fonctionne parce que ces entreprises, ces particuliers ne sont pas des fous. Ça fait déjà 5 ans qu'ils le font et il y en a pour qui c'est déjà la 2e génération de voitures. Donc aujourd'hui, une action très concrète, c'est posez-vous la question, puis-je abandonner ma voiture carrément et passer à l'autopartage ou est-ce que j'ai besoin d'une étape pour commencer à partager la voiture que je veux garder? C'est pour ça qu'on a appelé ça ma chère auto, parce qu'elle est chère à mon cœur, mais elle est aussi chère à mon portefeuille. Et on a proposé aux gens qu'elle soit moins chère à leur portefeuille, en tout cas qu'elle ne coûte plus rien, sauf l'essence qu'on consomme, et qu'elle serve à d'autres. Et en plus, elle m'évite beaucoup d'inconvénients, parce qu'une voiture, c'est aussi vraiment casse-pied à entretenir. Donc c'est valable pour des entreprises, des particuliers, des associations. Voilà quelque chose de très concret que vous pouvez faire dès demain si vous avez une voiture chez vous ou dans votre entreprise ou association. Merci Martin, super efficace, 3 minutes, incroyable. Moi j'ai une question avant de passer la parole à la salle. C'est combien de personnes à Grenoble ont déjà passé le pas et sont déjà utilisateurs du réseau Cities? Alors, on a 18 000 abonnés dans la société Cities. Et nos abonnés, on a l'habitude de dire qu'on scie la branche sur laquelle on est assis, parce qu'en fait, plus ils sont anciens chez Cities, moins ils utilisent non seulement les Cities, mais surtout les voitures. Parce qu'ils ont commencé par lâcher leur voiture, et ensuite, ils lâchent la voiture tout court. Donc, on a à peu près 4 500 à 5 000 utilisateurs par an. Alors, il y a des gens qui utilisent une fois de temps en temps si vraiment ils sont complètement paumés et ça arrive de moins en moins souvent. Donc, finalement, 18 000, il y en a un certain nombre qui continuent à être abonnés, à payer chaque mois parce qu'ils se disent « si j'ai besoin d'une voiture ici ou ailleurs dans toute la France, j'utiliserai une Cities ». Mais on n'en a réellement que moins d'un tiers qui utilisent régulièrement les Cities. Donc, plus on est jeune chez Cities, plus on va utiliser les voitures, plus on devient mûr et on se déshabitue de cet esclavage à la voiture. Voilà. Est-ce que tu veux dire un mot sur les yeux peut-être, qui correspondent à une situation un peu différente aussi? Alors, les yeux, c'est un concept de voiture qu'on peut prendre quelque part et laisser ailleurs. Donc, on fait ça, on en a quelques-unes pour que ça déclenche chez les individus une envie de tester. Ah ben, une voiture que je n'ai pas besoin de ramener dans mon garage et que je peux abandonner n'importe où, c'est quand même assez sympa. Je suis coincé parce que ce soir, il y a un incident de train. Je prends à Grenoble une IE, je la dépose à Chambéry et demain, je n'ai pas besoin de la récupérer. Quelqu'un d'autre l'utilisera sur Chambéry pendant quelques temps et puis elle ira peut-être se promener à Annecy, à Aix, au Bourget-du-Lac ou même retourner dans le Vercors ou à Valence TGV, etc. Donc c'est la voiture qu'on peut abandonner quelque part. Alors, bien sûr, on n'a pas besoin d'abandonner sa voiture tous les jours et souvent, on revient chez soi. Ça, c'est la voiture Cities classique. Mais il y a une quarantaine de voitures rouges qui servent à ça. La réservation de dernière minute ou la réservation parce que je suis coincé et que j'ai vraiment une voiture pour un aller simple ou un retour simple.
Et Dieu sait si ça sert. Le jour où on a son abonnement Cities et qu'il y a une IE, et il y en a toujours une autour de soi, même si on fait 500 mètres, on est prêt à faire 500 mètres ou 1 kilomètre pour aller chercher une voiture, si ça vous permet de rentrer chez vous tout simplement le soir. Voilà, donc c'est la cerise sur le gâteau. Avec Cities, on peut lâcher sa voiture n'importe où. Merci Martin. Est-ce que on a une question, un commentaire, une protestation dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer dans la salle? Sur les 18 000, la répartition entre les 18 000 sur Grenoble et ailleurs, ce que je sais, c'est que sur Grenoble, globalement, il y a les 2/3 des usages de nos 4 500, 5 000 utilisateurs annuels. Voilà. Alors, c'est assez difficile d'avoir toute la répartition parce que ce n'est pas les mêmes entre le nombre de personnes abonnées réellement, utilisateurs. Et à Grenoble, on utilise plutôt moins les voitures par tête de pipe parce qu'il y a tellement de modes doux. C'est tellement déjà avancé en termes de maturité de transition qu'il y a moins d'usage par abonné. Voilà. Alors, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'on est une ESUS, une entreprise solidaire sociale d'utilité solidaire ou solidaire d'utilité sociale. Et en fait, on emploie aussi un tiers de personnes qui sont issues territoire zéro chômeur longue durée ou d'un ESAT ou issus du monde du handicap, notamment pour entretenir nos voitures. Donc il y a tout cet aspect aussi. Quand on est chez Cities, on sait qu'on soutient aussi des emplois pour des gens qui sont en marge de l'emploi avant de rentrer chez Cities. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui nous dynamise beaucoup et qui montre et ces gens-là, il y en a qui sont parmi maintenant les leaders de dynamisme chez Cities. Les meilleurs d'entre nous sont des gens qui étaient au bord du chemin. Merci Martin Lesage. Une dernière question ou remarque avant qu'on bascule sur le deuxième thème? Il y avait une question là-bas au fond, c'est ça? Ah, pardon, excusez-moi, mais je vois. Ah, voilà, très bien, allez-y. Ah oui, on la réserve quand on veut. Et en plus, on échange sa voiture contre tout le réseau des Cities. Ça veut dire que si sa voiture est prise par quelqu'un d'autre, on peut utiliser toutes les autres Cities qui sont disponibles. Alors, si vous voulez en savoir plus, on a un stand en bas. Et on vous expliquera tout en long, en large, en travers. Mais c'est très simple. Vous nous la confiez pour une durée de 3 ans a priori. Et une fois qu'elle peut durer 4, 5 selon le kilométrage qu'elle a, on va la faire bien rouler, on va bien l'entretenir et elle vous ouvre l'accès à tout Cities à Grenoble, mais aussi dans toute la France. Donc vous échangez votre voiture contre des milliers de voitures. Il est assez bon commercial, je dois dire. Donc, je vais voir le taux de conversion dans cette salle d'ici 1 heure. Merci. Il faut qu'on enchaîne. Merci Martin Lesage. Donc, Cities et ça, c'était le programme Ma chère auto. Je vous propose de basculer sur le deuxième thème et donc je vais donner le micro à ma collègue. Merci. Donc, on peut évidemment pas. On ne peut pas parler de consommation sans parler des commerçants et des hôteliers. Donc on va voir que dans l'année Capitale Verte, on lance un défi à nos commerçants, à nos hôteliers du territoire. Donc Axel Violo de la métropole va nous l'expliquer. Ensuite, on aurait dû avoir un témoignage d'un restaurateur qui a reçu des aides de la métropole pour passer à l'action. Malheureusement, il a le Covid. Donc Axel va se substituer à notre restaurateur. Et ensuite, on va avoir des ressources, puisqu'on vous invite à vous engager dans des défis, mais nous, l'objectif, c'est vraiment de vous aider à vous engager dans ces défis. Donc avec la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie, on va voir comment on peut faire des diagnostics énergétiques. Ensuite, on aura une explication de la marque Isère, donc des produits de territoire. Et ensuite, donc, si Gaëtan Besson-Chavant est arrivé, je l'invite à nous rejoindre sur scène. On verra comment l'UMI, donc l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, accompagne les hôteliers pour se faire labelliser clé verte.
Alors, Axel, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est le défi commerce vert, restaurant vert, hébergeur vert? Tout est vert. Bonsoir déjà. Je voulais juste dire quelque chose. Je suis très fière d'avoir été cigalière sur la première cigale de Grenoble et d'avoir participé au financement de Cities. Voilà, ça me fait plaisir de voir que ça fonctionne effectivement très bien. Ce soir, je suis là pour vous parler de 2 défis donc, qui s'adressent directement au monde professionnel. C'est le 5.5, donc c'est le commerce et restaurant vert. Et ensuite le 5.6, j'aime bien ces numéros, qui concerne le tourisme durable et qui est destiné pour les hébergeurs. Donc par hébergeur, on entend les hôtels, les campings, les gîtes et puis les chambres d'hôtes. À compléter peut-être tout à l'heure avec Gaëtan. Du coup, on a essayé de construire ce défi afin de valoriser ces activités parce qu'elles sont multiples. Alors, elles n'ont pas attendu 2022 pour faire déjà beaucoup de choses, mais 2022, c'est l'occasion de les mettre en valeur. Et puis, comme on l'a entendu beaucoup tout à l'heure, d'en embarquer beaucoup plus. Alors, du coup, peut-être qu'on peut passer directement. Alors, vous aurez une belle plaquette qui vous explique tout. On peut passer à la slide suivante, la régie, s'il vous plaît. Alors, sur le défi, c'est comme tous les autres défis. Vous allez sur le site, vous déposez votre action. Vous allez sur le site, le défi 5.5 et 5.6. Donc, 5.5 pour le commerce, 5.6 pour le tourisme. Et vous déposez vos actions. Et après, l'équipe de Capital Verte instruit votre dossier. Le valide ou pas. Et après, vous avez un certain nombre de bénéfices qui va du petit autocollant à poser sur votre vitrine jusqu'à une valorisation dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est intéressant. Pour vous engager sur ce défi, nous, on vous invite à relever, on a 9 propositions d'actions, alors qui vont être très générales. On a mis un certain nombre d'actions aussi qui en découlent. On attend aussi des nouvelles actions parce qu'on n'a pas tout mis, on n'a pas tout fléché, c'est pas exhaustif. Et puis on est aussi en attente d'avoir des nouveautés auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça nous permet aussi d'orienter nos aides pour être au plus près de votre problématique. Donc on vous attend sur des actions autour bien sûr de la gestion des déchets, la lutte contre le gaspillage, tout ce qui est livraison, approvisionnement. Un point qui est important, c'est aussi comment vous êtes le relais auprès du grand public pour montrer ce que vous faites et ce qu'il est possible de faire. C'est également valoriser les entreprises qui s'inscrivent dans des statuts d'économie sociale et solidaire ou des entreprises à mission. Alors on a 9 leviers, on appelle ça des leviers. On vous invite à répondre à 3 leviers, donc ça vous laisse un champ assez vaste. Sauf pour les restaurants où on vous invite effectivement à prendre une action obligatoire, même si j'aime pas le terme, c'est la question de l'alimentation. Effectivement, vous êtes un restaurant, donc à ce titre-là, on attend aussi de pouvoir labelliser des restaurants qui travaillent avec des produits locaux, avec des produits bio en circuit court. Voilà, je ne veux pas aller plus loin sur ces actions que vous avez décrites. Alors, ce sont vraiment que des exemples, hein, ne les prenez pas comme des choses auxquelles il faut répondre. C'est vraiment à vous aussi de nous proposer des nouvelles actions, des nouvelles choses sur lesquelles on pourra intervenir. Alors on a aussi conscience sur la consommation d'énergie ou transition énergétique que ça a un coût pour améliorer vos locaux. Ça ne se fait pas comme ça et on a bien conscience de ça. Donc effectivement, à la métropole, on a développé des aides aux travaux d'investissement. Donc de façon générale, commerce, artisans, services avec vitrine, et puis également sur les équipements hôteliers. Donc c'est des aides qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros sur les commerces, les restaurants, avec un taux d'intervention de 30%. Là également, on pourra vous expliquer plus en détail au moment de l'apéritif la déclinaison de ces aides, c'est pas le propos ici. Et pour les hôtels, ça peut aller jusqu'à 20 000 euros, et c'est une aide qui se porte à 50% des investissements. Donc effectivement, on vous incite à vous inscrire dans ces défis, mais en parallèle, on est également là pour vous accompagner à pouvoir les mettre en place. Voilà, c'est pas la peine que j'en dise plus. Alors, juste de préciser qu'on a cette brochure qu'on vous projette est disponible. Elle est devant Axel, donc n'hésitez pas à la prendre tout à l'heure. Elle est aussi sur le stand Capital Verte et le stand de la métro. Et donc, si ça ne vous concerne pas, vous pouvez aussi la prendre pour la donner à vos commerçants préférés.
Après, pour me substituer à monsieur, enfin de la dame aux fleurs, ça va être un peu difficile. On a appris juste avant qu'il avait le Covid. Donc c'est le restaurant La Dame aux fleurs qui est situé sur Saint-Érève. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc c'est une cuisine gastronomique. Je pense que c'est peut-être Gaëtane qui en parlera le mieux. Et effectivement, ils ont mis en place tout un système. En fait, ils ont décliné un peu tous les items que vous avez pu lire auparavant sur la diapo, avec une volonté à terme d'arriver à une cuisine zéro déchet. Donc c'est principalement ça leur angle d'attaque. Et après, on les a accompagnés financièrement sur leur four, tout simplement, pour avoir des équipements beaucoup moins énergivores. Voilà, principalement. Donc j'irai pas plus loin non plus parce que j'ai pas assez d'informations. J'aurais tendance à vous dire allez au restaurant, et puis c'est un très bon restaurant, et comme ça vous verrez, vous pourrez en discuter avec lui. Voilà. Alors peut-être qu'avant de donner la parole au public, si vous avez des questions, je vais passer la parole à Gaëtane, puisqu'on est sur le même sujet. L'UMI donc accompagne les hôteliers pour devenir clé verte. Mais qu'est-ce que c'est être labellisé clé verte ? C'est bon. Bonjour à tous. Alors nous, on s'est lancé le défi. Donc, je dirige l'UMI, le syndicat des hôteliers restaurateurs. On s'est lancé le défi avec Capital Verte de rassembler un maximum d'hôteliers restaurateurs pour qu'ils avancent sur la thématique environnementale avec un label qu'on a identifié, qui est le label Clé Verte, qui est un label international, Green Key à l'international. Ce label a pour avantage de pouvoir rassembler et hôteliers et restaurateurs, et puis aussi les d'autres types d'hébergements, hein, mais en ce qui nous concerne, ça rassemblait les deux aspects de notre syndicat, dans une démarche, dans la volonté en fait de dire, bah voilà, aujourd'hui le tourisme de demain, il va être un tourisme responsable. Les clients sont en attente sur ces thématiques-là, et les hôteliers restaurateurs, comme acteurs majeurs du tourisme, se doivent d'entrer dans ces démarches. Alors, il y a déjà plein de choses qui existent, donc le but c'était déjà d'essayer de voir ce qui existait en termes environnemental dans les hôtels, dans les restaurants, et de les pousser à aller plus loin. Le label Clé Verte est un label assez exigeant qui touche plein de points, hein, toute la politique environnementale de l'établissement, la sensibilisation du public, la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, des déchets, les achats, le cadre de vie. Donc vraiment, c'est un label qu'on n'a pas comme ça d'un claquement de doigts. Et donc, on a avec l'aide de la métropole et du département, on a pris par la main les hôteliers restaurateurs. On leur a dit, on sait que vous faites déjà beaucoup de choses. Donc maintenant, il faut aller un petit peu plus loin. Et en candidatant à ce label, ça va vous guider. Voilà. Et donc, on a embauché 2 personnes qui sont allées voir les hôteliers, les restaurateurs en ce début d'année, et qui se sont mis à côté d'eux et qui ont dit, allez, on remplit le dossier de candidature, on voit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et si c'est possible, on y va et on met en place différentes étapes. Et donc, jusqu'en septembre, ils vont mettre en place tout ce qu'ils doivent faire pour obtenir ce label. Alors, certains, ça va être changer leur système de chauffage, certains, ça va être mettre du double vitrage, du triple vitrage. D'autres vont revoir leur façon de gérer leurs déchets. Enfin voilà, c'est les faits avancés sur les thématiques. Donc là, ils sont 18 à s'être engagés dans la démarche dans le département. Et donc, ils vont être audités dans les prochains mois pour être labellisés en fin d'année. Voilà. Donc en fin d'année, on saura combien dans ces 18 auront obtenu ce label. On est déjà très content de ce premier résultat parce que pour l'instant, il n'y avait aucun hôtelier restaurateur qui était labellisé Clé Verte en Isère. Il y en a à peu près 700 en France de labellisés. Voilà, donc je suis aussi très contente parce que du choix de ce label, parce que l'autre jour, j'avais un adhérent qui était à une convention Accor, et Accor se lance aussi sur ce label. Donc ça veut dire quand même qu'on est sur un label qui a une belle répercussion. Voilà, et puis qui est exigeant.
qui est exigeant, donc c'est une vraie marque de confiance. Je voulais juste rajouter aussi par rapport à la Dame aux fleurs, c'est un maître restaurateur. Donc vous savez, les maîtres restaurateurs, c'est un titre d'État qui est déjà très engagé dans toutes les démarches environnementales, puisque c'est un titre qui récompense les restaurateurs qui travaillent les produits locaux et de saison notamment. Voilà, donc Éric Masséla est titré maître restaurateur, c'est un titre d'État. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif Clé Verte ou sur le défi commerce vert? C'est assez intéressant de savoir qu'il y a des dispositifs qui existent pour vraiment s'engager dans ces actions. Oui, allez-y. Alors, si je vous dis qu'il y a 4000 établissements CHR, donc café, hôtel, restaurant en Isère, c'est sûr que le chiffre va être faible. Après, on part sur une démarche à long terme. Donc, c'est une première approche. Là, on a évidemment touché ceux qui sont déjà... qui ont déjà une sensibilisation à tout ça. Mais là où je suis optimiste, c'est que je pense que tout le monde s'observe, évidemment, et se dit, bah tiens, lui, il a fait ce label, bah, peut-être qu'il faut que je me penche sur la question, parce que voilà, donc il y en a certains qu'on a accompagnés, hein, mais qui étaient encore un petit peu trop loin de cette labellisation pour se lancer dans la candidature, mais qui disent, bah voilà, je sais que l'année prochaine, parce qu'en fait le label Clé Verte, c'est une labellisation par an. Donc on doit déposer son dossier de candidature avant le 15 avril pour pouvoir être labellisé dans l'année. Donc ça veut dire que la prochaine session, ça sera l'année prochaine. Donc il y en a qui commencent déjà à se préparer pour ça. Donc je pense que c'est une première locomotive qui derrière va en entraîner d'autres. Mais c'est vrai que c'est en effet un grain de sable dans le nombre d'établissements. Mais on a quand même aussi 40 maîtres restaurateurs qui sont déjà très avancés dans ces démarches-là. Après, il faut avoir conscience aussi, c'est qu'à chaque fois, c'est du travail. Même si certains, dans beaucoup de restaurateurs, pourraient largement avoir, je pense, ce label. Après, voilà, ça demande à remplir quand même des papiers, à faire des démarches, à faire. Donc voilà. Donc, mais on va y arriver. Au fur et à mesure, les uns entraînent les autres. J'en suis persuadée. Oui, on a besoin de pionniers sur le territoire pour faire boule de neige. Et c'est bien l'objectif de l'année Capitale Verte, c'est d'accélérer les transitions. Donc c'est grâce à ces 20 premiers qui vont s'engager qu'on en aura d'autres. Je vois qu'il y a une autre question. Oui, bonsoir. Je suis responsable d'une cuisine professionnelle d'insertion. Et donc là, en lisant un peu les différents axes qu'on pose, nous, on a vraiment dans nos gènes cet aspect-là. Mais du coup, est-ce qu'il existe il y a aussi la Chambre de commerce et d'industrie, est-ce qu'il existe des ressources où on peut voir si on est dans le bon modèle économique? Parce que, je l'avais déjà dit, il y a un coût énorme pour la livraison de vélo, pour les contenants qui impactent de fait sur le prix. Ça, il y a la fluctuation des matières premières et aussi en local. Est-ce que, qui serait par exemple aidant pour moi et pour mon équipe, c'est de se dire, tiens, oui, on n'est pas trop à côté en termes de modèle économique, on ne va pas se planter complètement parce que c'est aussi des démarches qui sont nouvelles et cumulées, en fait, ça a un coût assez important. Aux côtés de aides purement financières, on a un accompagnement des entreprises aussi pour les accompagner dans leur développement. Déjà dans l'état des lieux, diagnostics, ils sont réalisés en partenariat avec la CCI et la Chambre de métiers. Donc effectivement, prenez contact avec nous à la suite de cet atelier et on verra effectivement on peut vous aider à voir si votre modèle économique fonctionne et voilà. Donc ça, on a aussi des aides. J'ai pas fait le panel de toutes les aides qu'on vous propose, c'était pas le but ce soir, mais effectivement, on a effectivement des diagnostics sur ce sujet. Alors, je rajoute une chose par rapport au coût, par exemple, sur l'engagement dans un label environnemental. Ce qu'on met aussi en avant auprès des professionnels, c'est que quand ils s'engagent dans ces démarches, bien souvent, ils font des économies à terme.
Voilà. Le fait d'aller mettre des triples vitrages, ça a un coût, certes, mais que derrière, sur du long terme, ils vont gagner sur leur facture de chauffage. Enfin, voilà, donc voilà, c'est aussi ça, c'est que sur les charges d'exploitation, à un moment, ça a aussi un impact. Merci. Alors, en plus de ce dispositif, Rémi, vas-y. Juste quand on disait qu'on avait des aides pour accompagner notamment sur le volet économique, il y a un certain nombre d'acteurs, et on le verra avec la CCI, qui peuvent vous accompagner. Je peux citer aussi Gaïa, qui est un acteur qui peut vous accompagner sur le développement de votre modèle économique. Donc voilà, venez nous voir, et il y a plein d'acteurs qui peuvent vous aider. Alors, en parlant d'un autre acteur qui peut vous accompagner, on va faire une transition vers la CCI. Vous proposez des diagnostics énergétiques. Comment on fait pour, si on est un commerçant, un restaurant, pour aller vers vous? Qu'est-ce que vous proposez? Bonsoir à toutes et tous. Déjà, je précise, je remplace ma collègue Mélissa Planète, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, qui n'est pas de ma direction. Donc, c'est un sujet que je connais, mais bon, pas de manière assez approfondie. Donc, je serai assez scolaire dans ma présentation. Je veux juste revenir sur le volet un peu gastronomie. L'État, en septembre dernier, a désigné les CCI de France, donc 120 établissements publics, sur le volet année de la gastronomie. Vous avez peut-être eu l'information. Donc, il y a 4 saisons sur l'année 2022. Donc, la 3e saison s'est lancée le 19 avril. Donc, tant les privés que les associations, que les collectivités peuvent candidater. Donc, la 3e saison, c'est le volet gastronomie populaire. Le manger ensemble, le lien multiculturel. Donc il y a toutes les informations sur le site de la CCI. Donc il y a une labellisation qui est possible, une labellisation qui peut être aussi assortie d'un financement de 10 000 à 50 000 euros. Ça peut être 70% du budget de l'action si on a une association reconnue d'utilité publique. Donc, je vous donne cette information, vous pouvez la relayer, et le reste des informations et le dossier est disponible sur la première page, le bandeau du site de la CCI de Grenoble. Donc, pour revenir sur le diagnostic maturité écologique, il est ouvert notamment aux commerçants, aux indépendants, aux TPE, aux PME du territoire. La CCI de Grenoble, c'est tout le sud Isère, hein, c'est 11 EPCI. Il se fait dans le cadre de France Relance. Les CCI se sont mobilisés pour accompagner la transition numérique et écologique des entreprises de taille que je viens de citer. Et c'est un facteur de performance et d'économie pour les dirigeants. C'est un thème important pour nos commerçants parce qu'il y a une attente croissante de la clientèle en matière de transition écologique. Un comportement vertueux, comme on le sait, c'est des réductions de coûts. Il existe des dispositifs financiers incitatifs. Axel les a cités brièvement, donc des dispositifs de la métropole ou des dispositifs de l'État. Et on le sait tous, il y a une réglementation qui se durcit, donc il convient d'être en anticipation. Donc concrètement, le diagnostic se déroule sur 2 jours, en 2 temps. Il y a une évaluation du niveau de maturité écologique sur les pratiques, les procédures et les usages de l'entreprise. Il y a une élaboration d'une feuille de route et un plan d'action pour engager l'entreprise dans une démarche de transition. Donc le diagnostic, il est en 6 axes. Le pilotage stratégique, le volet eau, énergie, déchets, achats et mobilité. Donc il y a une mise à disposition d'une plateforme pour le pilotage et la mesure de l'avancement du projet. Donc, et dans un deuxième temps, 3 mois ou plus tard, il y a encore un deuxième rendez-vous qui est fait et d'autres rendez-vous peuvent être faits avec notre conseillère entreprise sur cette thématique. Donc, et je tiens à informer que c'est gratuit pour l'entreprise, hein, c'est financé, donc ça reste à charge pour l'entreprise. Merci. Est-ce qu'on a une question ? Oui, je dois ajouter un petit complément, bien sûr, que j'avais oublié et que j'avais précisé, c'est qu'il existe aussi des diag énergie de la métropole et aussi des diag transition de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pas oublié. Est-ce qu'il y a une question sur ces diagnostics ? Sinon, on enchaîne avec Jacques-Henri, donc, qui je remercie d'intervenir au pied levé
Pour remplacer Geoffrey Lafosse, donc le département a créé la marque Isère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on peut trouver ces produits, combien il y a de produits référencés? Donc la marque Isère a été créée à l'initiative des collectivités, donc le département dont je fais partie, mais aussi avec la métropole de Grenoble, le Voironnais, le Grésivaudan notamment, les 4 chambres consulaires, chambre d'agriculture, CCI, chambre des métiers, et des professionnels, agriculteurs, transformateurs, distributeurs, qui ont souhaité tous ensemble essayer de distinguer des produits qui soient locaux, mais pas que. C'est-à-dire que des produits isérois, puisque la marque s'appelle Isère avec le H entre le S et le E, avec le jeu de mots et Isir, donc c'est d'ici, comme son nom l'indique en anglais, mais pas que local. Est-ce que la marque Isère, c'est la marque des produits locaux, éthiques, c'est-à-dire garantissant la juste rémunération des agriculteurs, et responsable, donc en termes de qualité, avec par exemple sur la viande et le lait, la charte des bonnes pratiques d'élevage, et une marge vers soit des produits agricoles qui sont haute valeur environnementale, HVE ou bio. Et donc le développement de cette marque a été confié à une association qui rassemble le partenariat que j'ai évoqué, c'est-à-dire les collectivités, toutes territoire et toutes tendances politiques confondues, et c'est important de cette union autour de ce projet d'accompagnement de nos producteurs, et tous les professionnels qui sont agréés, qui ont des produits agréés à la marque. Donc aujourd'hui, on a plus de 1000 produits qui sont portés par plus de 150 producteurs qui aujourd'hui sont agréés. Donc il y a un cahier des charges qui trace les critères que j'ai évoqués. Produits transformés en Isère, garantissant une juste rémunération des agriculteurs et avec des normes de qualité. Ce comité d'agrément qui agrée les produits ne rassemble que des producteurs. Volontairement, les élus ont voulu se mettre en retrait en jugeant qu'ils sont garants du cahier des charges, bien sûr, mais qu'ensuite que le choix devait être, les professionnels devaient conduire cet agrément, puisque ce n'est pas une affaire politique, c'est le respect d'un cahier des charges. Ensuite, ces produits, on les trouve... Alors, le choix des lieux et des modes de distribution. En fait, les produits Isère, le but, c'était d'être sur des créneaux qui soient complémentaires aux circuits courts traditionnels. Les circuits courts traditionnels, la vente directe, les AMAP, les magasins de producteurs, la vente sur les marchés, tout cela, c'est des créneaux qui se développent, et c'est très bien. Mais le but, c'était d'avoir des produits qui sont aussi dans des circuits de distribution plus de masse, pour pouvoir toucher de nouveaux consommateurs, et aussi amener d'autres produits agricoles qui, d'habituellement, partaient en filière longue, et souvent très mal valorisés pour les producteurs, en termes économiques, pour les producteurs. Donc l'idée, c'était de reboucler localement, et que ces produits qui partaient à Rungis, ou qui puissent rester en Isère, éviter les transports, et que les consommateurs puissent trouver dans les lieux habituels, où ils ont plus l'habitude d'aller, ces produits. Alors on va donner l'exemple. On a les œufs Isère. Donc vous avez des œufs plein air et des œufs bio que vous pouvez trouver sur les rayons des supermarchés. Vous avez dorénavant le lait aussi, issu d'un collectif d'éleveurs isérois, donc du lait produit en Isère, conditionné en Isère, que vous pouvez trouver sur vos rayons. Donc, et ainsi de suite. Vous avez toute une série de produits, bientôt une pomme de terre, etc. Par exemple, pour le lait, aujourd'hui, vous avez 40, alors soit dans des supérettes, supermarchés, hypermarchés, qui aujourd'hui en Isère commercialisent ce lait. Donc vous avez des produits dans les grandes et moyennes distributions. Vous avez aussi un autre levier pour ces produits, c'est vers la restauration hors domicile, notamment la restauration collective, avec des plateformes de producteurs, alors bio ou conventionnels. Donc s'il y a des acteurs de restauration collective dans la salle, on peut vous brancher avec ces plateformes de producteurs pour vous approvisionner. Et enfin, vous avez un troisième levier de commercialisation, c'est via des box où dedans on met des produits Isère
qui sont commercialisés notamment vers les comités d'entreprise. Donc si vous êtes dans des comités d'entreprise, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on puisse vous brancher pour pouvoir effectivement faire des opérations box qui sont renouvelées régulièrement. Ces produits, vous les trouvez aussi au marché de Noël de Grenoble. Il y a eu un chalet, et ça a très bien marché à la satisfaction des producteurs, à la foire d'automne, et sur différents événements où vous avez des stands de producteurs. Voilà. On pourra même retrouver ces produits juste après l'atelier, puisque dans le buffet, le cocktail qu'on va partager, on a sélectionné des produits de la marque Isère. Je veux juste apporter un complément par rapport à l'intervention de Madame sur le coût. C'est vrai que les produits on va dire, en vente directe parfois sont plus onéreux, mais bon, ils ont toutes leurs qualités. Parfois, les produits Isère vont être sur une gamme de prix moins importante. Je prends l'exemple, la brique de lait, vous allez la trouver en tant que particulier dans le magasin à 1,20 €. Ça peut être moins cher que du lait de producteur à la ferme qui a toute sa valeur. Hein. Chaque produit trouve sa clientèle. Mais l'idée, effectivement, c'est d'être sur un segment de gamme et de prix peut-être plus faible, mais aussi plus accessible. Donc c'est l'idée de la complémentarité entre les circuits courts traditionnels et ces circuits, on va dire, de proximité à travers la marque Isère. Alors, est-ce qu'avant de passer à la table ronde suivante, vous avez des questions donc, sur cette marque ou sur tous les dispositifs qu'on a vus qui sont portés par les collectivités territoriales, les syndicats professionnels? Alors, je remercie tous les intervenants et je vais inviter les prochains intervenants. Oui, on peut les applaudir. Merci. N'hésitez pas à aller échanger avec eux juste après l'atelier. J'invite les prochains donc, sur la table ronde sur l'économie circulaire à monter sur scène. Donc nous allons avoir 4 témoignages. On va essayer de bien, comme pour les tables rondes précédentes, tenir le timing. Merci pour votre présence. Voilà, super. Jean-Jérôme. OK. Donc dans ce dernier temps, en fait, on voulait aborder le thème de l'économie circulaire, qui est une composante de produire et consommer autrement, et qui aujourd'hui, finalement, est une grande voie de transformation de la manière dont on produit les choses sur le territoire. Et donc, voilà, ces 4 témoignages vont être centrés sur ce thème-là de l'économie circulaire. Je vais d'abord donner la parole à Jean-Jérôme, qui nous parlait justement des acteurs du réemploi sur le territoire. Peut-être, voilà, super, merci. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je suis Jean-Jérôme Calvier, je dirige un groupe d'économie solidaire qui s'appelle Ulysse, qui est sous statut coopératif, qui est aussi une SIC. Voilà, on en a parlé précédemment. Et du coup, je vais vous parler d'une autre SIC qui s'appelle Fabrica Nova, qui est un regroupement donc, de différents sociétaires issus de l'économie sociale et solidaire et un certain nombre d'acteurs issus de l'insertion par l'activité économique, complétés par Grenoble-Alpes Métropole. Donc c'est une société qui a été créée l'année dernière, dont l'objectif est effectivement de fédérer un certain nombre d'actions pour atteindre des objectifs ambitieux en termes de réemploi d'un certain nombre d'objets sur le territoire de l'agglomération de Grenoble. Donc les acteurs impliqués au niveau de l'économie sociale et solidaire, on retrouve Emmaüs, voilà, qu'on ne présente pas. On a dans le groupe une association qui est spécialisée dans le réemploi de matériaux du bâtiment, qui s'appelle Aplomb, qui est plutôt aujourd'hui sur Saint-Marcelin, mais qui a des projets pour intégrer effectivement la métropole. On a ensuite des associations qui sont conventionnées insertion par l'économique. Donc on a l'entreprise Envie, qui fait partie d'un réseau national qui est spécialisé dans la collecte et la réparation, notamment d'électroménagers. On a des acteurs ensuite plus locaux, historiques, comme Cyclingo, qui est un confrère qui porte un chantier d'insertion sur la réparation de vélos. On a les ateliers Marianne, qui portent aussi un chantier d'insertion sur la customisation de vêtements et de mobilier. On a ensuite 2 régies de quartier. Régie de quartier Villeneuve Village Olympique, et la régie de quartier qui s'appelle Propulse, qui est à Échirolles. Régie de quartier Propulse qui a un projet en émergence de ressourcerie sur son territoire aussi, sur une filière jeux, jouets et puriculture. Et puis la régie de quartier Villeneuve qui gère une boutique aussi solidaire sur le quartier Villeneuve.
Et puis le dernier acteur, c'est Ulysse Grenoble Solidarité qui effectivement gère des activités de ressourcerie sur Grenoble et Saint-Martin-d'Hères. Et donc la métropole, évidemment, qui est sociétaire et partenaire fondateur. Donc l'enjeu de ce collectif, c'est effectivement de pouvoir animer et exploiter à terme un bâtiment industriel qui, dont la métro a fait l'acquisition l'année dernière, qui est situé avenue des Jeux Olympiques, un bâtiment de 5000 m², dans lequel on va pouvoir densifier un certain nombre de flux, effectivement. Alors nous, on n'aime pas parler de déchets, on parle plutôt de ressources, d'objets ou de matières, que tout un chacun, les particuliers, pourront nous apporter, ou alors qui seront issus de collectes qu'on va réaliser auprès des professionnels ou des particuliers pour aller collecter soit des déchets encombrants chez des particuliers ou sur la voie publique, soit effectivement des encombrants qui seraient gérés par les bailleurs sociaux. Donc on imagine effectivement un site dans lequel tout un chacun va pouvoir apporter les objets dont il n'a plus l'usage, pour que l'on puisse à la fois gérer une zone qu'on appelle de réemploi, ça veut dire faire des activités de tri, de surtri, très qualitatives pour extraire évidemment les objets qui sont encore fonctionnels et en état et pour les remettre dans un circuit qu'on veut le plus large possible de réemploi au niveau de l'agglo. Si malheureusement les objets ne sont pas fonctionnels, ils alimentent en fait ce qu'on appelle une plateforme de démantèlement, une plateforme de surtri qui va avoir la capacité d'être beaucoup plus fin sur la séparation des matières pour optimiser le recyclage in fine de ces matériaux. Voilà. Merci Jean-Jérôme Calvier. Donc on aura bientôt un lieu où va se concentrer comme ça toutes ces ressources qui normalement devraient permettre d'augmenter les volumes, etc. et de la convergence des acteurs sur ce lieu-là. Exactement. Donc juste pour terminer, donc ce lieu, comment dire, il sera effectivement, on l'espère, le lieu central de toutes ces gestions en phase industrielle. Mais par contre, il nécessitera aussi beaucoup de distribution. Ça veut dire qu'à terme, on va gérer des centaines de tonnes de flux d'objets pour lesquels il faudra qu'on trouve des débouchés et de la commercialisation. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu aussi. Ça veut dire que le cercle des partenaires historiques dont j'ai parlé, il n'est pas fermé. Il est ouvert effectivement à d'autres types d'acteurs qui souhaitent soit venir effectivement récupérer, eu égard à des contributions à définir, mais en tout cas venir récupérer des objets qu'on aurait effectivement captés, triés, surtriés, pour pouvoir à leur tour être commercialisés dans un circuit local. Voilà, donc on peut imaginer des boutiques qui se créent spécifiquement, en plus des activités de commerce qu'on peut porter les uns et les autres. On va notamment de nouveau cette année occuper un espace en centre-ville de Grenoble qui s'appelle le Pop-up République, qui est une boutique éphémère dans laquelle on va présenter les plus beaux objets entre guillemets qualitatifs qu'on peut capter dans les différents circuits du réemploi, voilà, pour donner aussi une autre image à tout un chacun d'une certaine forme de consommation différente mais de qualité sur laquelle on peut s'équiper. Et puis en parallèle, on gère aujourd'hui au sein de Fabrica Nova des collectes d'objets qui sont en déchetterie, qu'on appelle les donneries, qui sont chaque samedi, chaque mois à Saint-Martin-d'Hères, Vif, Saint-Égrève et Échirolles. Vous pouvez effectivement apporter des objets dont vous n'avez plus l'usage et ils seront traités effectivement par des valoristes et remis dans le circuit du réemploi. Voilà. Très bien, je ne connaissais pas l'expression valoriste, c'est un beau métier. Merci. Du coup, je vais donner la parole à Rachel Desouza qui va nous parler d'un autre dispositif aussi sur le territoire. Bonsoir à tous. Donc, peut-être, je ne sais pas si tu as donné le nom du site, Jean-Jérôme, qui s'appelle le Polaire. Peut-être pas, je ne sais pas, il ne me semble pas. Voilà. C'est le fameux lieu, quoi, c'est ça. Voilà, pôle avec R, parce que le R, ça représente la réutilisation, le réemploi, la réparation. Il y en a 7, 5, enfin voilà. Plein de termes, même réunir, même voilà. Donc, effectivement, la direction des déchets a fait l'acquisition de ce site pour justement changer d'échelle. On a des recycleries, on a sur le territoire, on a des boutiques, on a des friperies, mais ça ne suffit pas pour remplir nos objectifs qui ont été définis dans un schéma directeur en 2017 et dont l'enjeu était de savoir à quelle capacité on reconstruisait nos outils de traitement, puisque l'incinérateur est très vieux, le centre de tri aussi, et il fallait qu'on dimensionne ces outils qu'on va reconstruire là en 2023. On aura le nouveau centre de tri
et en 2028 le nouvel incinérateur. Les montants sont énormes, on est sur presque 250 millions de dépenses pour les deux, donc il faut vraiment qu'on les cale au plus juste des besoins de notre territoire, qui est le territoire sud-isère avec 7 collectivités du sud-Isère. Donc on s'est donné des objectifs pour caler ces dimensionnements, et il faut qu'on diminue de moitié notre poubelle grise, il faut qu'on réduise la globalité des déchets qu'on produit tous sur le territoire de 20%. Sur le réemploi spécifiquement du coup, des objets, on a un objectif ambitieux de réduire, de capter 5000 tonnes de plus. Donc 5000 tonnes de plus, c'est des dispositifs dont parlait Jean-Jérôme, mais derrière, il faut aussi qu'on consomme de deuxième main. Donc le défi, c'est comment ne plus rien acheter de neuf à partir de maintenant, 2022. Et du coup, vous arrêtez les achats de neuf à partir de maintenant. Voilà. Et pour ça, on a des solutions pour vous aider. Donc on avait fait l'annuaire du réemploi. Donc il y a les acteurs cités par Jean-Jérôme, et puis on espère aussi que d'autres entreront dans la SIC. Voilà, on est en deuxième cercle, troisième cercle. Ces 30 acteurs donc, sont réunis dans un annuaire qu'on essaye de mettre à jour, que vous trouvez sur le site de la métropole. Et on a aussi la carte des solutions, on en a une centaine. Donc on est au-delà des acteurs du réemploi et de l'ESS. On a aussi les friperies, on a les Fab Labs, on a les repères cafés, on a tous les acteurs en fait, qui vont aider à ce qu'on consomme plus rien de neuf, donc qu'on puisse réparer et acheter de deuxième main. On ne cite pas Vinted par exemple, parce que Vinted c'est très bien, ça permet de faire un premier pas, mais on sent bien que Vinted, nous on voit dans les bacs verts qu'on ne sait plus quoi faire des cartons, donc on ne sait plus trop si finalement Vinted c'est une bonne solution, parce qu'on consomme toujours plein de choses. C'est la friction entre acheter seconde main et acheter local. Enfin, c'est ça, ouais. Exactement. Donc on fait plutôt, on donne des solutions locales, et on met par exemple les friperies qui acceptent qu'on vienne apporter du don. On ne met pas la friperie qui va acheter au coin de compte, dans le monde entier des vêtements de seconde main. On cite aussi sur cette carte des solutions l'annuaire mis en place par les chambres de métiers et de l'artisanat au niveau national, donc qui s'appelle les réparacteurs. Donc les chambres de métiers estampillent les artisans de la réparation et en font la publicité, qui acceptent de signer une charte dans laquelle ils s'engagent justement à toujours proposer la solution de la réparation et du réemploi à leurs clients. Et du coup, cette carte, elle est en lien aussi sur notre site, mais vous pouvez aller directement sur... Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret de qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette liste de réparateurs, du coup, par exemple un magasin qui vend des machines, qui produit, qu'est-ce qui est listé dans cette liste de réparateurs ? Quel type d'acteurs ? Il y a les cordonniers, par exemple, qui s'engagent du coup à trouver une solution pour réparer votre paire de chaussures sans essayer de vous vendre une nouvelle paire, et qui vous donneront aussi des conseils pour qu'elle dure plus longtemps. Voilà, on a les bijoutiers qui réparent, on a l'électroménager, l'informatique, c'est assez large, des horlogers, et on a l'ambition d'en installer plus sur le territoire aussi, en travaillant avec la Chambre des métiers. Ok, merci. Et je ne vous avais pas présenté, est-ce que vous pouvez juste vous présenter en fait, pour dire de quel point de vue vous parliez ? De la direction prévention et collecte traitement des déchets de la métropole. Voilà, merci, parce que comme c'était pas il y a eu un changement d'intervenant, du coup je voulais que tout le monde... Voilà, très bien, merci beaucoup Rachel. On va peut-être prendre une question, un commentaire dans la salle sur ces deux... Là on était vraiment, vous avez vu, économie circulaire, flux de matière, l'avenir sur le territoire, avec, on voit bien finalement les réemplois qui va augmenter fortement, en volume, etc., en acteurs aussi. Est-ce que vous avez une question, un commentaire sur ces deux témoignages-là ? Non ? Du coup, on bascule sur nos deux derniers témoignages. On tient le bon bout. Et là, cette fois, on va plutôt parler d'acteurs, cette fois, qui portent des initiatives. Donc d'abord, Daba Consigne. Et donc, je donne la parole à Pauline Lautin. Bonjour à tous. Alors moi, je travaille pour Daba Consigne. Alors, c'est quoi Daba Consigne ? On a tout simplement remis en place le service de la consigne pour tout ce qui est plat emporté dans les restaurants. Donc le concept est simple, vous achetez une consigne donc dans l'un des restaurants partenaires, et en fait une fois que vous l'avez achetée, elle vous appartient, et vous pouvez l'échanger ou vous la faire rembourser dans n'importe quel restaurant partenaire de Grenoble.
mais pas que Grenoble, parce que Daba Consigne est présent aussi à Lyon, à Annecy et à Chambéry, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc on est sur un service de restauration, mais aussi sur un service de lavage, où justement on lave au polaire depuis peu, et aussi sur tout ce qui est un accompagnement sur le conseil du réemploi pour les entreprises, les collectivités, etc. Voilà, après... Est-ce que vous pouvez dire un petit peu des chiffres sur le volume aujourd'hui? C'est combien de restaurants, combien de... Oui. Ouais. Alors aujourd'hui, on a 40 restaurants à Grenoble, et en tout, en Auvergne-Rhône-Alpes, on va arriver à 80 restaurants. Donc on a commencé tout d'abord à Grenoble, donc d'où le chiffre, pourquoi il est plus important ici. On ne va pas se mentir aussi que les Grenoblois sont beaucoup plus impliqués que certaines autres régions. On voit qu'on a un peu plus de mal, par exemple, sur Lyon, où ce n'est pas les mêmes arguments. En tout, donc Daba, ça va faire 2 ans que Daba existe, et on a pour l'instant évité 56 000 emballages. Donc quand on dit emballage, c'est un emballage juste pour, par exemple, un plat emporté le midi ou le soir. Les assiettes en carton, etc. Ok. Exactement. Merci. Donc ça, c'était Daba Consigne. Et je vais donner la parole à Rémi Peterman, qui ce soir a plusieurs visages, car il m'a présenté cette fois l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire l'accompagnement de start-up type Daba par un programme dédié à l'économie circulaire au sein de Rhône-Alpia. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Alors, j'excuse Julien Deléris qui devait effectivement présenter Rhône-Alpia, mais qui a le Covid aussi, a priori. Donc, du coup, je le remplace au débeauté. On a mis en place, du coup, Rhône-Alpia a mis en place un accompagnement spécifique des porteurs de projets. Donc, Rhône-Alpia, c'est un incubateur de l'économie sociale et solidaire, qui accompagne des porteurs de projets dans la création de leur entreprise, collectivement, individuellement, avec du coup ce souci de l'impact environnemental, social dans les transitions. Et du coup avec un focus cette année sur l'économie circulaire, avec du coup un programme spécifique sur l'économie circulaire pour accompagner les porteurs de projets, parce que pour aider une entreprise à prendre en compte l'économie circulaire dans son fonctionnement, le mieux, c'est de démarrer au départ, en fait. Et du coup, que dès le départ, le modèle économique, le fonctionnement, prennent en compte les enjeux de l'économie circulaire. Donc ça va être, plutôt que de réfléchir à vendre un produit, ça va être, je vais réfléchir mon modèle pour que ce produit-là, je ne le vende pas, mais plutôt que je vende son usage. Et que du coup, ce produit-là, c'est moi qui vais le maîtriser pour que vous puissiez en profiter mieux, et avec un impact plus faible sur l'environnement. Donc ça, c'est un exemple, mais aussi mettre en place des actions en lien avec la responsabilité des producteurs pour pouvoir donner des solutions aux autres entreprises pour pouvoir réduire leur impact sur l'environnement. C'est des exemples, mais c'est sur ces différents aspects-là que Rhône-Alpia peut accompagner les porteurs de projets. C'est ça, donc ça s'adresse à des startups, à des porteurs individuels, enfin au collectif, mais là on est sur l'accompagnement de petites structures, des projets qui naissent en fait. Et donc ce programme, si vous avez un projet en économie circulaire, vous pouvez vous adresser à Rhône-Alpia, qui donc peut éventuellement vous intégrer dans cette promotion, c'est ça, avec d'autres porteurs de projets, quoi. Il y a des promotions régulièrement. Ok. Donc là, c'est pour avoir tout l'accompagnement, justement, pour apprendre, pour accompagner, développer le projet. Est-ce que Daba, vous avez fait partie de... C'est ça, hein? Oui. Peut-être dire un mot sur cet accompagnement-là, peut-être? Donc moi, je suis alternante depuis maintenant 1 an et demi chez Daba, mais j'étais pas là au moment où ils ont été incubés. Mais je sais qu'on est toujours accompagnés, et que c'est utile parce que sur certains points, des fois, on ne sait pas comment s'y prendre. Et je sais que, notamment là, on est en train entre Lyon et Grenoble, créer une même entreprise. Et donc, du coup, on doit être accompagné là-dessus sur les avocats, etc. Et donc, on a fait appel à Rhône-Alpia par rapport à ça. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question, remarque dans la salle. Oui, je vois un bras levé. Même dans l'obscurité, je vois un bras qui se lève au fond. Ouais, allez-y. C'est une question de client pour Daba. J'ai voulu devenir client. Et en fait, le restaurant, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il n'était pas possible d'avoir en livraison
les consignes d'ABA et que c'était seulement à emporter. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est un projet de vos projets de développement? Oui, alors c'est un projet de développement. On est en train de travailler avec Cyclo pour justement essayer de mettre... je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aussi on a une nouvelle application mobile depuis janvier pour essayer de faciliter justement la démarche de prendre la consigne et de voir aussi tous nos restaurants partenaires qui sont en fait répertoriés sur une carte map pour pouvoir plus facilement y aller. Et donc pour l'instant, c'est que la vente à emporter au sein des restaurants, mais on travaille là-dessus avec Cyclo pour pouvoir justement étendre la vente à emporter à domicile. C'est toute la question des chaînes logistiques inversées. Là, je reprends ma casquette de chercheur, mais c'est des vrais enjeux à toutes ces chaînes logistiques inversées, parce que du coup, si vous faites livrer, après, qu'est-ce que vous faites de votre contenant, comment vous le ramenez, etc. Enfin, c'est des vraies questions à développer pour demain pour l'économie circulaire. J'arrête là, vraiment pour l'histoire de timing. Ah mince, alors ok, très bien, pardon, excusez-moi. Allez-y, bien sûr. Le micro arrive. Ouais. Une question banale. Est-ce qu'il y a une entreprise, une start-up qui s'occupe de la récupération des consignes de verre sans les casser et sans les mettre dans les bennes à verre? Alors, je vais pouvoir Parce vous que répondre. je pense que là, vraiment, à Lyon, je sais que ça existe. Dans certaines villes, ça existe. Mais est-ce que ça existe sur Grenoble? Merci. Alors, je me permets de répondre, vous donnerez plus de détails, mais ça existe, ça s'appelle Alpes Consigne. Et donc, c'est un projet qui est en plein développement. Et je fais bref. Est-ce que vous avez une information de plus à communiquer sur Alpes Consigne? Et est-ce qu'ils seront hébergés à Polaire aussi? Ils seront hébergés aussi à Polaire. Donc c'est réuni dans ce fameux lieu dont on a parlé tout à l'heure. Il me reste à conclure, à remercier tous les intervenants, donner le micro à ma collègue juste après. Je vais juste communiquer sur 2 dates. Là, je mets ma casquette Conseil scientifique Capitale Verte. Le Conseil scientifique Capitale Verte, on organise 2 événements sur l'économie circulaire. Le 12 mai à l'INP, panorama des pratiques de l'économie circulaire, où là, en fait, vous allez avoir une présentation de Peggy Zolinski, professeure à l'INP, sur les différentes formes, modalités de l'économie circulaire, et après des témoignages de plusieurs entreprises qui portent différents modèles d'économie circulaire. Et puis le 31 mai, à GEM, l'économie circulaire, sommes-nous prêts à changer de modèle? Donc ce sera sous la forme d'un gros débat, où on fera, c'est une modalité d'atelier participatif, où là on réfléchira collectivement ensemble aux principaux problèmes qu'il faut lever pour massifier les pratiques d'économie circulaire. Donc voilà pour les 2 dates. Je donne la parole de conclusion à ma collègue. Merci à tous nos intervenants pour leurs apports. Je pense que vous avez en main maintenant des ressources, vous connaissez mieux les dispositifs que mettent en place les institutions publiques ou les acteurs de territoire pour vous engager dans des défis Capitale Verte. Donc je vous invite vraiment à aller sur notre site internet greengrenoble2022.eu pour voir quels sont les défis, quelles sont les ressources pour pour que vous puissiez vous engager dans ces défis. Je vous invite maintenant à aller au buffet pour qu'on puisse échanger avec un peu plus d'intimité sur tous ces sujets. Merci à tous.